La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique. Et ce matin, nous recevons Aurélie Assouline. Bonjour Aurélie Assouline. Bonjour. Alors Aurélie Assouline, si je ne me trompe pas, vous êtes depuis 2020 adjointe à la mairie du 17e arrondissement auprès de Geoffroy Boulard, maire Les Républicains. Vous avez historiquement toujours été dans ce parti, mais cette année, pour les municipales, vous avez rejoint la liste de Sarah Knafo en tant que tête de liste du 17e arrondissement. Mais avant de revenir sur votre programme et aussi sur ce choix de suivre Sarah Knafo, qui j'imagine les gens vous posent beaucoup de questions, nous allons d'abord écouter l'édito du jour de Nicolas Lantenois. Vas-y. Et oui, ce matin, j'ai eu envie de parler de cinéma et plus précisément de revenir sur la cérémonie des Césars. Alors, je suis un peu en retard, me direz-vous, vous aurez raison, la cérémonie avait lieu jeudi dernier à l'Olympia. Seulement voilà, j'étais justement au cinéma ce soir-là pour aller voir Marty Suprême, vous pouvez faire comme moi, c'était super, et je n'ai donc pas pu la regarder en direct. Alors je me suis rattrapé en début de semaine, et c'est avec un regard éclairé que je peux en parler ce matin. Tout d'abord, si je devais distiller jusqu'au bout ma pensée du jour, elle se résumerait ainsi: allons au cinéma et soutenons-le. Mais le dire de cette façon serait un peu court et nous ferait passer à côté d'un sujet essentiel. Tout d'abord, le modèle de production cinématographique à la française est en danger. Du moins, il repose sur un équilibre extrêmement instable. L'un des piliers de ce système, c'est le CNC, pour Centre National du Cinéma et désormais de l'Imagerie Animée, et c'est un organisme dépendant du ministère chargé de la Culture. Sa mission, c'est de soutenir, promouvoir, protéger ou encore diffuser le patrimoine cinématographique français. Et le financer également. C'est notamment pour cela que le CNC s'était en septembre dernier attiré les foudres du Rassemblement national et notamment de son député Mathias Renaud. Un amendement avait été déposé pour proposer la suppression pure et simple du CNC au motif que celui-ci gaspille l'argent des Français pour faire de la propagande et produire des navets. Alors des navets, peut-être qu'il y en a, j'en ai vu un certain nombre, des séances où le popcorn est bienvenu pour que le moment ne soit pas trop long, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ou plutôt si, ils se discutent, mais ils ne se contestent pas et ne s'annihilent en aucun cas. Et pour ce qui est de l'argent, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est vrai, l'argent des Français permet au CNC de se financer, mais c'est sur les billets d'entrée que ça se passe, 10% sur le prix d'une place. Pour un petit exemple, à l'été 2024, je suis allé 7 fois au cinéma de Coulommiers dans le 77 pour voir et revoir encore Le Comte de Monte Cristo. À un peu plus de 10,80€ le billet, j'ai contribué à plus de 7,50€ pour financer le CNC et de nouveaux films. Ne me remerciez pas, c'est bien normal. Nous pouvons donc tous soutenir le cinéma et soutenir la culture en allant dans les salles obscures, mais aussi en encourageant nos dirigeants à défendre ce bien précieux. Une ville heureuse va au cinéma, du moins je le crois, elle l'aide donc à prospérer. À Paris, avec sa mission cinéma, la ville investit chaque année 10 millions d'euros pour soutenir la production de films et de courts-métrages et accompagner les lieux qui diffusent le cinéma. Jeudi dernier, l'actrice Camille Cotin, qui m'a en partie inspiré cet édito, concluait son discours au César par un vibrant « Vive le cinéma et vive la France ». Mais alors, quelle idée de la France, cette France qui rend hommage au cinéma de Jean-Luc Godard dans La Nouvelle Vague, la France qui alerte sur le drame des bouleversements climatiques dans Le Chant des forêts, celle qui voyage dans le temps avec Arco ou celle qui raconte l'amour et le rapport au corps avec un groupe de retraités marseillaises dans Au bain des dames, la France encore de l'actrice Corinne Maziero, star de la série Capitaine Marlowe, qui alertait l'an dernier sur l'urgence de protéger la culture. Ce sont ces histoires plurielles qui sont autant d'armes contre les polarisations, contre l'autoritarisme, contre l'isolement. Aller au cinéma, faire du cinéma et soutenir le cinéma, c'est rassembler, c'est nous rassembler. Je me tourne donc vers vous, Aurélie Assouline, en tant que femme politique. Quel regard portez-vous sur cette implication de l'État et des collectivités, des mairies dans le 7e art? Est-ce une gabegie ou doit-on le poursuivre et le protéger? C'est une très bonne question. Alors d'abord, sachez que je suis passionnée d'art dramatique puisque j'ai fait 6 ans en cours Florent quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je pense effectivement qu'il faut continuer à soutenir la culture. On a dans le 17e des cinémas indépendants, comme le Club MacMahon ou le 7 des Batignolles, qui sont très importants et qui diffusent pas que du cinéma de grand public, j'ai envie de dire, mais du cinéma artistique, d'auteur. Et effectivement, je pense qu'il faut continuer à le soutenir, oui. On a un cinéma. Merci beaucoup Nicolas pour cet édito. Et donc je me tourne tout de suite vers vous Aurélie Assouline pour continuer les questions avec mon confrère Richard Casatza-François qui est à ma gauche, toujours présent. Nous allons donc revenir sur votre programme et on va commencer avec un sujet qui revient souvent, c'est celui de la propreté. Alors justement dans le 17e, c'est géré, si je ne me trompe pas, par la ville de Paris. Et c'est souvent une demande qui a été faite aussi par donc le maire Geoffroy Boulard, mais aussi par vous, de privatiser. C'est ma première question. Le privé pour le ramassage des ordures, est-ce que c'est que pour le ramassage des ordures, mais c'est aussi pour justement le nettoyage de la voie publique? Alors, dans le programme de Sarah, l'idée, c'est de privatiser, comme l'avait fait Jacques Chirac à l'époque. Alors, il ne l'a pas fait en entier, il l'a fait sur la moitié de Paris, de privatiser à la fois le ramassage des déchets et à la fois le nettoiement des rues.
C'est très important parce que, en réalité, aujourd'hui, c'est des services qui sont gérés par ce qu'on appelle la DPE, c'est les services de la propreté de Paris, quand ce n'est pas privatisé. Et sur le 17e arrondissement, on manque évidemment de main-d'œuvre. Les bennes à ordures coûtent très cher, l'entretien coûte très cher. Ça contribue à la gabegie fiscale et financière qu'on a à la mairie de Paris. Et d'autant plus que comme on manque de personnel et qu'on manque de moyens, forcément, les rues sont pas nickel. Loin de là d'ailleurs. Alors, le projet de Sarah, c'est justement de privatiser la totalité des arrondissements qui restent encore auprès des services de la DPE, et non pas en renvoyant tous les agents de la propreté. Au contraire, c'est de mettre en place une convention avec la société privée qui reprendrait le ramassage des déchets et le nettoiement des rues pour pouvoir reprendre les agents qui voudraient aller dans le privé, et ceux qui ne voudraient pas pourraient revenir dans ce qu'on appelle les services de la DEV, donc des espaces verts, pour travailler sur un plan anti-rats, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Quand on a des déchets, on a des rats. Quand on a des rats, on a des déchets. Mais il y a une question par rapport à ça, parce que souvent la privatisation, elle n'amène pas forcément à une amélioration de la qualité, parce que ça devient donc non plus un service public, ça devient justement un service privé. Comment on fait pour justement maintenir une qualité du service? Comment on s'assure que justement il y a aussi cette capacité, s'il y a un endroit où il faut les ramasser en urgence, comment on fait? Parce que j'imagine qu'il y aura un contrat avec les sociétés privées qui feront que ce service-là sera plus possible. Mais au contraire, bien sûr, plus vous privatisez, plus la société a des comptes à rendre à la collectivité. C'est l'objet d'un contrat. Hein. Donc effectivement, les agents seront formés, il y a forcément moins de grèves. Non, dans le privé, ça travaille beaucoup mieux. Et on le voit dans les arrondissements qui ont privatisé. Comme l'arrondissement de Madame Daty, par exemple, le 7e, c'est privatisé. Et on le voit aussi pendant les grèves. Vous savez qu'on a le droit, en mairie, de prendre des services supplémentaires au service de la ville, pas en remplacement, mais en plus. Et pendant les grèves, dans le 17e, ça a été fait. Et ça a été ramassé beaucoup plus vite que quand on doit élaguer toute une semaine entière de grève. Vous pouvez prendre aussi l'exemple des sapins. Moi, j'ai dans mon projet de pouvoir apporter un service supplémentaire au service de la ville de Paris, si on n'a pas réussi à privatiser, pour pouvoir ramasser les sapins pour les personnes en difficulté, les personnes âgées, les mamans en famille monoparentale, les handicapés, donc les personnes qui ne peuvent pas déplacer leurs sapins et qui parfois n'en prennent pas parce que justement ils n'ont pas de solution. On a des points de collecte dans le 17e et un peu partout dans Paris. C'est géré justement par la DEV, puisqu'ils broient les sapins pour les réutiliser, les réemployer dans les espaces verts. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement apporter un service supplémentaire. Un autre exemple sur les graffitis. Vous avez un service à la ville de Paris qui s'appelle Dans ma rue, c'est une application, vous connaissez sûrement. Quand vous trouvez un graffiti, vous prenez une photo, vous l'envoyez sur l'application avec l'adresse, etc. Quand vous avez un rat mort, pareil. Le rat mort, c'est la DPE et ça prend beaucoup de temps. Parce que l'application va envoyer un logiciel dans les cabinets de la mairie, qui, elle, va l'envoyer au service de la ville, donc à la direction, qui, lui, va l'envoyer à son atelier, le temps de programmer. Alors que pour les graffitis, comme il y a un marché avec des professionnels dans le privé, en général, en 24 heures, ils sont passés. Et pour le reste, parce que les rats morts, par exemple, pourquoi ça irait plus vite dans le privé? Mais parce que quand vous avez un service privé en face de vous, ils réagissent beaucoup plus vite. En fait, il y a plusieurs strates. Déjà, les entreprises privées, elles ont des comptes à rendre à la collectivité puisque c'est sur contrat. Ensuite, il y a le fait que, malheureusement, on est encore... Pourtant, on est au XXIe siècle, mais on est encore avec des temps longs de chaînes. On a des chaînes très longues. Quand je vous explique que vous faites passer sur l'application, ça arrive au cabinet du maire. Le cabinet du maire envoie à la direction des espaces verts ou de la DPE, et ainsi de suite à leur atelier. Forcément, tout ce temps-là, c'est du temps d'action qui n'est pas mis en œuvre. Et le privé permet d'aller plus vite. C'est pas forcément. Oui. Il vaut mieux pas aller sur le public et juste réduire justement les intermédiaires. Alors, il y a deux strates, c'est ce que je vous disais. Il faut effectivement privatiser d'abord parce que ça va nous coûter moins cher aussi, et ensuite parce que on va aussi devoir, à la mairie de Paris, passer à l'ère du XXIe siècle, utiliser l'intelligence artificielle,
aller beaucoup plus vite. C'est pas normal qu'avec le montant des impôts qu'on paye aujourd'hui à Paris, on est toujours sur des temps longs, alors qu'on a l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies qui nous aident à faire tout beaucoup plus vite. On a un vrai train de retard. Parce que c'est vrai que ma question c'était aussi parce que on a l'impression, et j'ai un exemple en tête, par exemple le service ferroviaire en Angleterre, il avait été privatisé et ça avait amené justement à une logique vachement pécuniaire et vachement financière, et du coup il y avait des lignes qui avaient fermé, il y avait plein de choses comme ça qui avaient fait que c'était plus du tout un service public. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand on entend privatisation, parce qu'il y a aussi d'autres aspects du programme de Sarac Nafo et du vôtre qui est sur la privatisation, est-ce qu'il apparaît justement que eux soient dans une logique société privée, logique vraiment pécuniaire, et que justement il y ait des espaces qui soient pas oubliés mais abandonnés? Comment on s'assure de ça ? Tout dépendra du pilotage qui sera mené par les maires d'arrondissement. Il faut déjà que la territorialisation aille totalement aux maires d'arrondissement, qui sont au plus proche du terrain, et qui vont pouvoir piloter et dire à tel endroit et à tel endroit, il y a des points noirs, il faut intervenir cette semaine. Et donc justement, il y a déjà l'application dans ma rue, mais l'idée serait de rester sur l'application dans ma rue et de la connecter au... Ou ça, c'est un système qui se passe. À mon sens, c'est pas normal que les Parisiens, avec la quantité d'impôts qu'ils payent, aient besoin de prendre des photos avec leur téléphone envoyées sur une application. Non. Il faudrait que ça soit plus rapide et direct. Il faut que ce soit rapide. Il faudrait. On veut installer des caméras intelligentes avec Sarah dans Paris, qui sont des caméras de vidéoprotection, qui travaillent avec l'intelligence artificielle et qui pourront voir aussi tout ça. À partir du moment où il y a des points noirs de déchets, des dépôts sauvages, etc., la caméra pourra les voir et les signaler. Pourquoi est-ce que vous payez tellement cher ? Pourquoi est-ce qu'on devrait en plus vous faire C'est peut-être un moyen plus rapide. Mais justement, par rapport aux caméras, je laisse ma place à Richard Cazat-Fonsac qui avait quelques questions là-dessus. Oui, j'ai un peu décortiqué aussi justement sur l'intelligence artificielle. C'est assez présent dans tout votre programme, mais aussi dans le suite de Sarac Nafo. Vous voulez notamment mettre des caméras intelligentes près des réverbères. Ça va consister en quoi exactement, et ça va nous aider à quoi, nous, Parisiens, d'avoir ces caméras ? Alors, c'est pas près des réverbères, il y a deux choses. Avec l'intelligence artificielle, il y a les réverbères avec la lumière intelligente et les caméras de vidéoprotection intelligentes. Alors, les réverbères, déjà, ils sont entraînés. L'idée, c'est de les entraîner avec des milliers et des milliers de bruits différents pour qu'ils puissent reconnaître un bruit de glace, une femme qui hurle, et donc repousser l'agresseur avec de la lumière. C'est dissuasif. C'est pas ça qui l'empêchera si vraiment il est déterminé, mais c'est dissuasif et on le sait, la lumière, en général, fait partir les délinquants dans la nuit. Ensuite, sur les vidéos de caméra, les vidéoprotections, on a un sujet sur la liberté. On nous oppose souvent le fait de ne pas mettre de caméras de vidéosurveillance parce que ça empêche la liberté. Bon, déjà, si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à se reprocher, mais bon, soit, pourquoi pas, j'entends. Je suis très libérale, j'ai pas envie qu'on me surveille non plus. Bon. Pour autant, la première des libertés, c'est la sécurité. Et quand vous êtes filmé par des caméras de vidéoprotection qui sont liées à l'intelligence artificielle, il n'y a personne derrière la caméra. Aujourd'hui, vous avez une vingtaine d'agents qui sont derrière les caméras et qui regardent ce qui se passe sur toutes les caméras qui sont dans Paris. Avec l'intelligence artificielle, vous n'avez personne. En revanche, la caméra se met à filmer dès qu'un délit, un crime est repéré. Et la caméra va suivre au fur et à mesure le délinquant pour indiquer de caméra en caméra à la police où est le délinquant et comment est-ce qu'on fait pour le retrouver. On le voit à Dubaï. J'ai passé beaucoup de temps à Dubaï. Il y a des caméras de vidéoprotection partout. Il n'y a pas une seule femme qui a peur de sortir le soir, habillée comme elle veut. Mais pas une. Personne ne se pose même la question. Vous pouvez laisser votre téléphone sur une table, dans un bar, l'oublier, 3 heures, revenir, il n'aura pas bougé. Et si justement il n'y a personne derrière la caméra, comment faire les signalements, ils vont se passer comment ? C'est-à-dire que ça se déclenche automatiquement, mais c'est un envoi qui a fait au niveau de la préfecture. À la police directement. À la police. À la police. Et comment on va reconnaître les personnes après ? On va suivre au fur et à mesure, c'est-à-dire que la caméra va se lancer à un moment, mais la personne risque d'avancer. Les autres caméras vont se lancer aussi à la suite ? Oui, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la caméra va au fur et à mesure suivre la personne qu'elle aura reconnue avec la reconnaissance faciale. Et au niveau des hébergeurs, comment ça se passe ? C'est hébergé où ? C'est TIA ? Vous me posez une colle.
Vous me posez une vraie colle. Parce que bien sûr, nous, on doit se prémunir, on va dire, en tant que Français. On veut bien peut-être se faire surveiller, mais par qui, on va dire? Est-ce que vous utilisez ChatGPT? J'utilise plusieurs IA, comme vous, sûrement. Mais c'est à nous de choisir et comment aussi interpréter. Oui, tout à fait. Mais c'est une très bonne question et je n'ai absolument pas la réponse à ce sujet-là. Peut-être sur la suite de la... Juste par rapport à ça, le problème aussi avec Dubaï, et c'est peut-être une question que nos auditeurs poseront, c'est que c'est aussi un système qui n'est pas forcément démocratique, et du coup qui a peut-être une utilisation des données qui est différente. Comment on se place par rapport à ça? Comment on arrive à garder des garde-fous pour justement, Richard vient d'en parler, sur ce truc-là, de ne pas se faire observer, de faire attention que ces données-là et cette IA-là qui permet la reconnaissance faciale ne soient pas utilisées à mauvais dessein? Alors, il y a un sujet d'hébergement, effectivement, et je n'ai pas la réponse, mais j'imagine que Sarah l'a, j'en suis sûre même. Mais en quoi ce n'est pas démocratique? La démocratie, c'est de choisir. Oui, bien sûr. Mais... Si on a voté, c'est qu'on a choisi. Mais parfois, on choisit aussi, par exemple, le fait d'accepter. Parfois, il y a aussi de plus en plus de règles sur Internet où on fait attention et on se dit, en fait, on n'a pas vraiment choisi, et on n'est pas formé à ça, c'est tout nouveau l'IA. Comment on fait pour essayer de faire attention, pas justement par rapport aux données et par rapport justement à la reconnaissance faciale? C'est quelque chose qui fait très peur dans d'autres pays. Quand on en parle en Chine ou dans d'autres pays, on se dit, mais attendez, c'est la dictature. Comment on fait que pour en France, ça puisse pas être utilisé à mauvais dessein? Écoutez, je ne fais pas partie de ceux qui sont effrayés par l'intelligence artificielle et j'entends les craintes. Au contraire, moi, je trouve ça passionnant et je trouve ça... je trouve que ça nous permet de faire un bond encore dans l'avancée de l'humanité, en réalité. Ça me fait penser à quand on a démocratisé l'école et que tout le monde avait peur que la connaissance soit... Je pense pas qu'il faille avoir peur. Je pense au contraire qu'il faut travailler avec son temps et qu'il faut effectivement avoir des garde-fous, travailler sur ces sujets-là, mais pas être effrayé au point de rejeter et de ne pas avancer avec. Ça va hyper vite. Dans 5 ans, on est déjà largué si on n'apprend pas dès maintenant. Vous voyez bien comment ça se passe dans d'autres pays. Vous l'avez dit. Alors maintenant, on a la chance d'être dans un pays dans un état de droit, démocratique, et tout le maillage des élus et des différents pouvoirs feront le travail pour être les garde-fous de tout ce que ça peut déclencher. Mais moi, j'ai pas peur de l'IA, j'ai peur de ce que l'homme pourrait faire avec l'IA. C'est surtout ça. D'où l'intérêt des garde-fous. Ouais. Voilà. On va peut-être continuer avec un sujet, le logement. Alors, vous en avez parlé, c'est aussi là-dessus, l'idée c'est d'éviter d'arrêter avec les logements sociaux dans le sens de reconstruire. Il y a aussi l'idée de supprimer l'encadrement des loyers, quelque chose qui est beaucoup utilisé et mis en place par la gauche et par les socialistes, mais aussi par la France Insoumise qui encourage ça. En quoi supprimer l'encadrement des loyers, ça permet d'augmenter l'offre locative? Tout simplement, vous savez, ça tombe bien, c'est mon métier, je suis administrateur de biens immobiliers, et vous ne pouvez même pas imaginer combien de propriétaires ont retiré leur appartement de la location, et combien d'appartements sont vides à Paris. Les propriétaires préfèrent aujourd'hui, parce qu'avec l'encadrement des loyers, ils se retrouvaient avec des loyers beaucoup moins chers que ce qu'ils avaient l'habitude de louer, pour la grande majorité. Et donc, ils se disent, quelqu'un qui ne me paye pas, je suis obligé de faire des travaux. Ils ont beaucoup de devoirs, les bailleurs. Les locataires aussi, ils ont le devoir de payer leur loyer. Même quand ils ne payent pas, on a du mal à les sortir. Et donc forcément, un propriétaire préfère ne plus prendre le risque, payer une taxe sur les logements vacants et garder son appartement vide. Il n'a pas d'obligation de faire ses travaux. Donc en fait, à partir du moment où on relibère, c'est le principe, le principe de l'offre et de la demande. Vous libérez. Les prix se régulent tout seuls. On a du logement à Paris. On a du logement. Mais il est vide. Mais est-ce que combien de mets carrés de bureaux aussi? Je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais après, les bureaux, il faut faire des travaux aussi. Ça encourage les travaux. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque de réduire drastiquement la mixité sociale, de faire qu'en fait, Paris devient une ville que de riches et justement de faire sortir les pauvres en dehors vers la banlieue et de renvoyer le problème entre grosses guillemets? La loi SRU, elle impose 25% de logements sociaux dans les villes. Dans le 17e, par exemple, on est à 24,5%. Je pense qu'on est bon. Sauf que la politique actuelle idéologique de Madame Hidalgo, c'est d'aller jusqu'à 40%. Est-ce que c'est une ville sociale à ce point que nous voulons? Ou est-ce que nous voulons pouvoir aider les personnes qui sont parisiennes, qui vivent, par exemple, un jeune adulte qui veut quitter chez ses parents
C'est vrai que la vie à Paris est pas simple, mais bon, plus on sclérose et plus ça va augmenter. Hein. Donc, est-ce qu'on a envie de l'aider, lui, à s'installer à Paris, ou est-ce qu'on a envie de faire venir tout le monde à Paris ? Mais qui sont c'est tout le monde? Parce que c'est justement... Tout le monde, parce que de partout. L'idée, c'est que c'est de très Brest, cher. de partout. Non, mais justement... est-ce qu'on n'aide pas d'abord les Parisiens à rester à Paris, les familles qui se séparent, qui ont besoin d'un logement social parce que n'ont plus les mêmes revenus et ont des enfants à l'école, ou est-ce qu'on les délocalise? Est-ce qu'on les déracine? Je pense que justement, ces logements sociaux, ils sont faits pour prioriser les personnes qui font vivre la ville. Donc les professionnels de la santé, les professionnels de la petite enfance, nos policiers, nos jardiniers. J'ai un projet pour le 17e également, c'est de demander aux bailleurs sociaux une convention pour prioriser aussi dans l'attribution les médecins généralistes qui viendraient reprendre une patientèle. On a des déserts médicaux dans Paris et des médecins généralistes qui n'arrivent pas à partir à la retraite parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner leur patientèle, ils ne trouvent personne pour la récupérer. Mais il y a un risque quand même avec l'offre et la demande, c'est que ça augmente les prix. Donc en fait, un jeune étudiant ou quelqu'un qui veut partir de chez soi, il va avoir du mal à venir dans ces appartements. Si vous relibérez les loyers, les personnes vont se réguler puisqu'il va y avoir de la demande. Donc les propriétaires vont réguler leur loyer pour pouvoir louer. Si vous avez 10 000 logements qui arrivent sur le marché d'un coup, juste 10 000, prenons un exemple. Forcément, quand vous avez, 5 000 locataires, ils vont tous baisser leur loyer pour pouvoir louer, s'ils veulent louer. Et il n'y a pas le risque, notamment on parle souvent, et c'est notamment Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, qui en parle souvent, est-ce qu'il n'y a pas ce risque qu'il y ait beaucoup plus de logements Airbnb, parce que peut-être qu'ils ne vont pas s'y retrouver si le logement baisse trop. Ça n'a plus rien à voir. Airbnb, on est carrément sur un autre sujet, parce que la loi Allure ça peut être bloque. Non, parce que maintenant, il y a des sujets sur Airbnb, c'est carrément un autre chapitre, et on pourrait en parler, mais la loi Allure aujourd'hui empêche de louer plus de 90 jours quand vous êtes propriétaire en résidence principale. En résidence secondaire, vous n'avez pas le droit de louer en Airbnb. Et si c'est un logement investissement locatif, il faut qu'il ait un usage commercial ou un usage mixte. Et pour ça, si c'est une habitation, il faut payer une taxe qui est quasiment équivalente au prix du logement à la ville de Paris. Donc, plus personne ne le fait. C'est un sujet, parce que, par exemple, alors ça, c'est pas du tout dans le projet, mais c'est un sujet plutôt national. Mais c'est vrai que, par exemple, un propriétaire d'habitation secondaire, je vois pas pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de louer quand il n'est pas là, son appartement à Paris qui reste vide. Même s'il y a ce risque qu'il investisse et qu'il prenne juste ce logement pour le louer à des fins comme ça, et ça vous semble pas un problème? On parle d'un logement secondaire. On peut pas en avoir 3. Mais peut-être que comme il y a l'impossibilité... Ça devient des investissements locatifs. Investissement locatif et logement secondaire, c'est pas pareil. Mais à Paris, ça va être compliqué parce que... dans le sens où il y serait une partie du temps, mais pas tout le temps. Il y a des taxes spécifiques. Mais comment vérifier ça? Habitation principale, habitation secondaire. Les impôts. Ouais. Les impôts, vous payez un impôt spécifique à votre habitation secondaire. Et ça permet de déclarer. Peut-être pour revenir sur les logements sociaux aussi, le problème aussi, souvent les professionnels de logements, enfin ceux qui travaillent là-dessus, ils disent souvent que le problème, c'est donc il y a un problème d'offre, donc il n'y a pas assez de logements. À Paris, c'est très compliqué d'en construire parce qu'en fait, c'est déjà très dense. La question, c'est cette mobilité dont vous parlez, le fait de vouloir l'améliorer dans le sens où que les personnes puissent acheter leurs logements sociaux, c'est quelque chose qui est compliqué, notamment parce que si je me trompe pas, c'est lié à la Banque centrale européenne qui, en fait, en fonction des taux d'emprunt, permet aussi de permettre aux gens d'acheter ou pas. Mais surtout, comment on fait pour maintenir ça alors que les professionnels du logement disent que le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de logements intermédiaires parce que les gens qui veulent sans logements sociaux ne peuvent pas partir et du coup, il n'y a pas ce brassage. Comment on fait avec cette libéralisation dans votre programme pour offrir plus de logements intermédiaires? Alors, déjà, vous avez reparlé d'une chose très importante. Vous avez parlé des logements sociaux qu'on va chercher dans le diffus, ce qu'on appelle le diffus. Et ça aussi, c'est important de revenir là-dessus parce que quand on préempte des appartements dans le diffus, c'est-à-dire dans des immeubles privés, pour en faire du logement social ou intermédiaire, ça fait aussi baisser le prix des loyers et les propriétaires à côté partent. Donc, voilà. Je pense, avant de répondre à votre question, je pense que la priorité, c'est même pas de se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des logements intermédiaires ou des logements HLM. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle ILM et HLM, je pense qu'aujourd'hui, on a des logements sociaux qui sont dans des états tels qu'on n'a même plus le droit décemment, si on est ne serait-ce qu'un peu humaniste, on n'a plus le droit de continuer à accumuler des mètres carrés en sachant qu'on fait vivre des gens dans des conditions indignes.
Aujourd'hui, et c'est tout le sens du programme de Sarah et du mien dans le 17e, c'est de dire on ne construit plus, on n'achète plus, d'abord on n'en a pas les moyens, mais par contre, on fait des travaux et on rénove les habitations. Vous savez que Madame Hidalgo, elle a fait une capitalisation des loyers sur 10-30 ans. Donc les bailleurs sociaux n'ont même plus les moyens, parce qu'ils ont dû payer 10 ans, parfois 30, de loyer à Madame Hidalgo en avance. Donc ils n'investissent plus. Vous avez vu le scandale qu'il y a eu très récemment sur les travaux qui n'ont pas eu lieu et qui ont été payés pour ou très peu et qui ont été payés à des sommes faramineuses. On vole les Parisiens. On vole les Parisiens sur le dos des personnes qui en ont besoin. Donc, encore une fois, je ne suis pas contre le logement social, je ne suis pas contre les personnes qu'il faut aider. Au contraire, je pense qu'il faut choisir qui on veut aider et je pense qu'il faut les aider dans des conditions dignes. Et donc, comment on choisit ces gens qu'il faut aider ? Je vous l'ai dit, les personnes qui font vivre la ville. Les professionnels de la santé, toutes les personnes qui font vivre notre ville. Les personnes qui sont parisiennes et qui ont besoin d'un logement social pour pouvoir garder leurs enfants dans les écoles, les jeunes qui s'installent, vraiment les personnes qui font vivre la ville, les jardiniers, les policiers. Vous vous rendez compte que donc moi, sur ma délégation, je travaille avec notamment la DEV, donc la direction de l'environnement et des espaces verts. Et on a des jardiniers dans le 17e qui mettent 1h30 le matin à venir au travail. 1h30. 3 heures de route par jour. Et aujourd'hui, il y a assez de place pour ces gens-là dans les logements sociaux déjà existants ? Mais dans le sens, si on gardait les logements existants, il y a assez de place ou... Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, on a aussi le problème des personnes qui ont des logements beaucoup trop grands pour eux et qui n'arrivent pas même à avoir plus petit, parce que vous savez que le logement social, c'est pas non plus le Graal. Hein. Vous payez moins 20% de loyer par rapport au prix du marché. C'est pas... voilà. Donc déjà, il faut des revenus, il faut 3 fois le montant du loyer, comme dans le privé. Et il y a certaines personnes qui se retrouvent avec 3 chambres, alors que les enfants grandissent, sont partis, et ils n'arrivent pas à retrouver plus petit, parce que la bourse d'échange ne fonctionne pas. Je voulais m'intéresser justement à un sujet qui est un peu à côté du logement, c'est tout ce qui est en lien avec l'école et le périscolaire, donc avec les familles. Vous souhaitez associer, enfin surtout peut-être Sarah Knafo, peut-être pas trop vous, les parents et les grands-parents dans l'animation, dans le périscolaire. Ah si, j'adorerais moi aussi, oui. Et ça serait quoi exactement leur rôle dans tout ça ? Et peut-être c'est un mauvais message qui peut être annoncé pour les jeunes animateurs qui eux vont dire bah moi je peux plus du coup animer et ce sera les grands-parents qui le feront. Non, pas du tout. Pourquoi tout le monde peut le faire ? L'idée c'est d'associer aussi les parents et les grands-parents en qui on a confiance. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus passer par les associations, mais on veut que ceux qui en ont envie et qui ont le temps, qui sont libres, puissent de manière sous des vacations non fonctionnaires, donc rémunérées, avec un BAFA ou avec un badge qu'on pourrait leur donner la possibilité de passer, puissent y être. Aujourd'hui, on est en perte de confiance totale dans les écoles. Il y a des scandales partout. Même dans le 17e, hein. Et ils sont tus. Vous vous rendez compte que quand on a un scandale, on nous demande de rien dire aux parents. Est-ce que c'est normal ? Quand vous mettez votre enfant à l'école, vous avez envie d'être en confiance. Et moi, demain, maman, je serai rassurée de savoir que de temps en temps, il peut y avoir le grand-parent ou la grand-mère ou le grand-père du copain de mon fils ou de ma fille sur cette activité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en personne, mais ça veut dire que c'est rassurant et qu'on a besoin de réinstaurer de la confiance. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez entendu avec des personnes sur le terrain ou même dans les écoles où on dit que les grands-parents sont vraiment la solution ? Les grands-parents et les parents. Bien sûr. Bien sûr, on l'entend. Je suis dans 2 conseils d'école, bien sûr, on l'entend. Et donc ils seront titularisés, donc ils vacataires plutôt. Non, vacataires. Et ça serait quelle somme qu'ils vont recevoir exactement ? Ça dépendra de ce qu'ils font et ce sera la même chose, la même somme que les animateurs. Ça dépendra de combien d'heures, quel jour. Et ça représenterait combien de personnes en tout ? Autant de personnes qui le voudront. Parce que c'est en fonction de la demande. Donc oui, s'il y a donc une demande, place. vous êtes peut-être dans le 17e, vous avez peut-être des chiffres qui pourraient... J'ai pas les chiffres du nombre d'extras que nous avons. On a beaucoup d'écoles. J'ai pas les chiffres. Maintenant, sur un autre point qui est en lien avec l'école, c'est l'école publique et privée. Vous voulez donc créer, on va dire, garantir un équilibre entre les deux. Oui. Vous êtes pour aussi, comme Sarah Knafo ? Oui, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas ?
Et comment créer cette enlever cette plusieurs inégalité choses. sociale déjà, on va dire. Il y a plusieurs choses. Déjà, tant que l'éducation nationale ne travaille pas à réaméliorer, à améliorer de nouveau l'éducation, il y a de plus en plus de parents qui Sur vont quel dans le privé. point l'éducation ? Surtout sur les sujets qu'on enseigne, sur la manière dont on les enseigne, sur les scandales qu'on vit dans les écoles, on vient d'en parler. Tant qu'on n'a pas réinstauré ce lien de confiance dans l'école de la République, on ne peut pas en vouloir aux parents de vouloir aller vers le privé. Et c'est de plus en plus le cas. Alors, la problématique, c'est que le privé est aussi un peu discriminé, ne serait-ce que dans les stades pour le sport. Donc il faudrait retrouver une équité complètement transparente entre les deux. Quand vous parlez de privé, c'est privé hors contrat ? Sous contrat. Donc les programmes sont presque... Mais j'ai aucun problème avec les programmes hors contrat non plus. Parce que vous avez quand même parlé des programmes, donc il y a un problème au Sous niveau... contrat, oui. Et quel point des programmes vous inquiète ? C'est des points historiques, c'est des points dans la littérature. Oui, c'est de tout. Oui, bien sûr. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des écoles où on n'enseigne plus la Shoah, par exemple. C'est moins d'heures, vous voulez dire ? Parce qu'il y a quand même un niveau où on doit apprendre, quoi qu'il arrive, la Shoah, dans chaque école. Il y a des écoles où on n'en parle plus. Normalement, il y a un niveau d'heure oui, qui il y doit a être des écoles respecté. où on n'en parle plus. Dans le du tout. 17e ? Non, pas dans le 17e. Pas à ma connaissance. Et sur en Paris tout cas, aussi ? heureusement. Sur Paris, je ne sais pas, mais en tout cas en France, oui. En France, en région parisienne. Mais vous, sur votre programme, c'est plutôt sur Paris, du coup, quand même. Mais je serais pas étonnée que dans le 19e, par exemple, là où j'ai grandi, il y a des écoles où on n'en parle plus. Des écoles où je suis passée, Ça d'ailleurs. sera vérifié, en tout cas. Tout à fait. On vérifiera comme ça pour nos Je auditeurs. veux bien. On vous dira. Par rapport on va continuer parce que l'interview continue et on ne peut pas vous prendre trop de temps, mais il reste encore 2 points, c'est un peu les mobilités. On sait que justement l'opposition de droite à Madame Hidalgo, c'est souvent critiqué la piétonisation, mais aussi le fait qu'il y ait les vélos et le fait de vouloir remettre la voiture. En faisant un peu nos recherches avec Richard, on a vu qu'il y a des articles de l'INA, des reportages de l'INA dans les années 70-80, où c'est déjà les voitures sont partout, il y a déjà beaucoup d'embouteillages. On a l'impression que les Parisiens sont plutôt accommodés de cette nouvelle façon de circuler dans Paris, avec aussi une amélioration des transports en commun, une amélioration des pistes cyclables. En quoi, dans le programme, en tout cas, le vôtre et celui de Sarah Knafo, on a l'impression qu'il y a un retour des voitures. Ça passe à la fois par le fait de réouvrir les berges, ce fameux programme qui a fait beaucoup de bruit, avec à la fois donc remettre, si je me trompe pas, de remettre une promenade au-dessus des berges, donc avec des travaux. Il y a aussi la politique de stationnement. En quoi ça vaut le coup de remettre en avant la voiture ? En quoi ça vaut le coup de remettre, on va dire, des bouchons partout dans Paris ? Et est-ce que ça va entraîner des travaux en plus, de le remettre la voiture au centre de Paris ? Oui et non. Il y a beaucoup de questions et on va commencer peut-être par l'attractivité. L'attractivité, très bien. Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Pourtant, vous avez bien compris, je suis bien parisienne, bien parigo, mais Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Et tous nos commerçants sont en train de mourir. Ils nous le disent au quotidien. En ce moment, je fais beaucoup de tours des commerçants. Je parle avec beaucoup d'entre eux. Entre les travaux, le fait que plus personne ne vient, que la voiture coûte trop cher, les professionnels ne veulent plus venir. Quand vous avez oublié votre clé chez vous, un dépanneur va vous facturer, ne serait-ce que juste pour s'être déplacé, 150 ou 200 euros, parce que lui-même, il sait qu'il va payer son stationnement avec son petit utilitaire, son grand utilitaire. Enfin, on ne peut pas continuer à étouffer comme ça le commerce ou les professionnels parce qu'on les empêche de prendre la voiture. Vous n'allez pas aller faire une intervention de serrurerie en vélo. Ça n'existe pas. Vous n'allez pas aller faire vos courses quand vous êtes une femme de 70 ou 75 ans avec un vélo. Vous n'allez pas avec 3 enfants aller déposer les enfants à l'école avec un vélo. La voiture est nécessaire et elle est nécessaire pour les personnes qui viennent aussi de l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut la voiture partout tout le temps. Ça veut dire que les résidents à Paris et ceux qui travaillent doivent pouvoir circuler et ne pas être volés. Quand on met la première heure de stationnement gratuite et quand on met entre midi et 2 le stationnement gratuit, vous permettez d'abord pour la première partie, la première heure de stationnement, les petites courses, d'aller chez son boucher, d'aller à droite, à gauche, déposer dans le coffre, repartir. Entre midi et 2, vous relancez les restaurateurs, qui eux aussi étouffent.
Mais d'un point de vue écologique aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans votre programme. Écoutez, d'un point de vue écologique, je pense qu'on parle beaucoup des nouvelles technologies et qu'on peut parler effectivement des voitures électriques, du fait que d'ailleurs toutes les voitures depuis de mémoire, je crois que c'est 2002, peuvent être installées au fur et à mesure en électrique. Il y a des systèmes, donc encore une fois, je pense qu'il faut aller avec son temps. Je pense que moins il y a de bouchons, plus la circulation est dense parce que on veut étouffer les voitures. Prenons le cas de la place de Clichy. Place de Clichy, on est passé de 4 voies à presque 1 voie et demie, 2 voies, parce qu'on a mis sur un rond-point, au niveau de la route, au lieu, et ça c'est dans mon projet, c'est de réaménager les voies cyclables. Moi je suis pas contre le vélo, j'adore ça, j'adore la trottinette, sur les petits trajets. Et je fais même le tour de Paris en vélo 1 fois par an, d'ailleurs. Donc j'ai aucun problème avec le vélo, au contraire. Mais on ne peut pas punir la voiture au profit du vélo alors que ça punit vraiment des personnes, des professionnels, des personnes âgées, Voilà. Donc, sur la place de Clichy, on a réduit la voiture sur 1 voie et demie, 2 voies pour mettre des voies cyclables sur l'asphalte, en bidirectionnel, autour d'un rond-point. C'est un petit rond-point. Au lieu de suivre les passages piétons, passer un petit peu sur le trottoir, comme ça se fait dans d'autres villes, et laisser les 4 voies, on sclérose, on fait de la pollution, on stresse tout le monde, les gens s'énervent, ça crée des tensions. Et c'est intéressant votre exemple. Est-ce que ça veut dire qu'on prend en compte des travaux pour remettre certaines voies justement pour la voiture ? Je pense qu'il faut repenser. Je dis pas qu'il faut. La problématique de ces dernières années, c'est que Madame Hidalgo, elle a fait des travaux tronçon par tronçon, sans concertation, souvent même pas avec les arrondissements, parfois oui. Et puis un matin, on se réveille et on se rend compte que ce tronçon-là, il correspond pas à ce tronçon-là, donc il faut remettre un coup de marteau-piqueur. Donc oui, il va falloir repenser les mobilités et les repenser avec un plan global de circulation, avec où la voiture aura toute sa place. Où la voiture aura sa place et où les transits ne seront pas des parasites, c'est-à-dire que les voitures qui traversent, et c'est pour ça que les voies sur berge, c'est très important, il faut garder des grands axes structurants qui vont permettre aux voitures de se déplacer dans la ville sans forcément rentrer dans les quartiers résidentiels. Quand vous êtes rue Le Mercier ou rue Nollet, et que parce qu'on a fermé l'avenue de Clichy à double sens et qu'on l'a laissé que dans un sens, et que les GPS vont directement envoyer les voitures qui sont en transit dans les rues résidentielles, mais vous vous retrouvez dans des bouchons monstres, alors, et ça klaxonne, et c'est des toutes petites rues. Avec les voies sur berge, vous me faites une transition toute donnée, c'est qu'il y a ce fameux, dont on a beaucoup parlé aussi, l'enjeu des référendums que Mme Knafo a mis beaucoup en avant sur les projets à plus de 10 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Là, on va peut-être s'axer sur le 17e, parce que si vous êtes maire du 17e, est-ce que vous, l'idée, c'est de aussi avoir ce système de référendum ? Est-ce que pour j'imagine pas le même montant, comment ça va fonctionner, vous ? Ça fonctionne pas pareil, parce que sur les grands projets structurants comme ça parisiens, ça passe par la mairie de Paris. Donc, évidemment, sur les projets de plus de 10 millions d'euros, Sarah voudrait mettre en place des référendums, et je trouve ça extraordinaire. C'est gouverner comme la Suisse, c'est vraiment, vraiment génial. Et ça va dans le sens de ce qu'on fait déjà en mairie d'arrondissement via la ville de Paris, parce qu'on a ce qu'on appelle les budgets participatifs. Les budgets participatifs, c'est très démocratique aussi. Il y a des habitants qui proposent des projets qu'ils ont envie de voir être mis en œuvre. Par exemple, dans le 17e, on a eu en 2025 plusieurs projets votés, comme par exemple la création d'un skatepark sous la porte Pouchet, la réfection de la piscine de Champéret, l'installation d'un cabanon pour le square des Batignolles au niveau de l'espace canin pour le réseau associatif de cet espace canin. C'est des exemples, la réfection d'écoles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui passent par la demande des habitants. Les habitants les proposent, on les crante ensemble, on en fait un grand projet. Par exemple, réfection des écoles, un tel parle de cette école, là c'est les toilettes, là c'est la salle de classe, là c'est le radiateur, des choses qui devraient parfois arriver par la ville de Paris, mais bon, passons. Et donc on crante et on va faire un grand projet réfection des écoles. Ce projet-là va être voté par les habitants. Donc tout ce que je viens de vous dire, par exemple, a déjà été voté et inscrit au budget, et peu importe qui passera aux élections, ces projets-là vont avoir lieu. C'est la démocratie. Et les habitants participent déjà à ça. Donc oui, je vais continuer à travailler avec le budget participatif en ce qui concerne les arrondissements. Mais le référendum, ça reviendra à Sarah. En parlant de Sarah Knafo, je l'ai dit au tout début de votre introduction, vous êtes issu des Républicains, vous étiez adjoint à Geoffroy Boulard.
À quoi il est lié ce passage à Sarah-Knafo, ce rattachement à Sarah-Knafo? Est-ce que c'est une remise en cause du maire actuel du 17e arrondissement ou c'est plutôt une critique de la candidature de Rachida Dati à l'hôtel de ville de Paris? Un peu les deux. Je critique pas le bilan qu'on a construit ensemble avec Geoffroy, d'autant plus que j'y ai grandement participé sur toute la question de transition écologique qui est très transversale, sur toute la question de conditions animales, sur les espaces verts. On a fait beaucoup de rénovation d'aires de jeu, d'espaces verts. Voilà. Donc je reviens pas là-dessus. En revanche, j'ai envie de proposer un nouveau dynamisme, une nouvelle vision et d'amener la suite. Il se trouve que Sarah-Knafo est arrivée avec un projet dynamique qui nous propose de revenir à un Paris iconique, un Paris beau qui nous remet dans l'ère du 21e siècle, qui nous projette dans l'ère du 21e siècle. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, quand on est trop installé, on ronronne. On ronronne un petit peu et il n'y a plus vraiment de nouvelles idées. On recycle. J'arrive avec une nouvelle énergie. Donc c'est exactement ce que j'ai envie de faire dans le 17e. Et il se trouve qu'effectivement, Sarah m'a redonné cette envie parce que j'avais quand même prévu d'arrêter quand mon parti a investi Rachida Dati. Pour plusieurs raisons. Elles sont à la fois politiques et de cohérence et aussi de projet et de positionnement politique. Et j'étais vraiment résignée et désespérée quand Rachida Dati a été investie. Pas que je ne l'apprécie pas, je la connais très bien. J'étais dans son équipe en 2020. On a beaucoup travaillé ensemble. Il se trouve que justement, en 2020, j'étais pas encore élue, j'étais une jeune militante. Et quand elle a sorti son projet, je me suis rendu compte que c'était vraiment très axé centre-gauche. Donc vraiment très déçue, notamment sur la question des logements, on en a parlé tout à l'heure. Et puis on le voit, elle a fait pareil là sur le projet 2026. D'abord, elle nous a sorti un projet après 7 ans, où elle nous dit qu'elle veut être maire de Paris. Elle nous a sorti un projet il y a 3 semaines. 9 pages. 7 ans, ça fait un peu... Bon. Voilà. Quand à côté de ça, on a un projet aussi ambitieux que celui de Sarah, vraiment libéral, vraiment qui donne envie et qui donne envie d'avoir de l'ambition pour Paris et pas de laisser Paris se dégrader, se salir, d'autant plus que Madame Dati n'est plus aux Républicains puisqu'elle est dans le gouvernement de Monsieur Macron. Bon, plus depuis quelques jours, mais bon, elle y était. Et sous le gouvernement Gabriel Attal, pas Barnier ou pas Retailleau, sous le gouvernement Gabriel Attal. Et elle a même appelé à voter contre notre propre candidat, Monsieur Bellamy. Et puis, excusez-moi, mais les jeux d'appareil, moi, vous savez, je suis une femme politique, ok, ça veut pas dire que je dois jouer à tous ces jeux-là, mais quand Monsieur Boulard, avec Monsieur Pierre-Yves Bournazel, monte un groupe contre Rachida Dati pendant 2 ans au Conseil de Paris, puis finalement qui se séparent parce que Monsieur Boulard veut l'investiture de Rachida Dati qui a été investie par le parti sur un hold-up politique. Parce que Madame Dati, vous savez comment est-ce qu'elle a obtenu son investiture ? Elle s'est présentée il y a 6 mois contre Barnier pour les élections législatives. Voilà. Et elle est partie les voir et elle leur a dit, si vous voulez que Monsieur Barnier gagne, il faut me donner l'investiture. Et excusez-moi, mais moi, toutes ces tambouilles-là, pour même pas avoir un projet de droite, c'est pas grave, j'ai un métier à côté, je vous l'ai dit, je suis administrateur de biens, la politique ça va, ça vient, j'aurais pu faire un mandat, voilà. Donc Sarah est arrivée avec un projet incroyable, j'ai eu envie de le porter, j'ai les compétences, et bingo, on amène une nouvelle énergie. Est-ce que vous vous sentez quand même, parce qu'on en parle de plus en plus, les élections elles arrivent, est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus vous pouvez aussi faire ce pont entre les Républicains et Reconquête, entre Sarah-Knafo justement et Dati? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ou est-ce que vous considérez qu'en fait en vous rattachant à Dati, parce que pour l'instant ce serait plutôt dans ce sens-là, ce serait plutôt Sarah-Knafo qui aurait à se rattacher à Rachida Dati parce qu'elle est au-dessus dans les sondages, en tout cas dans la dynamique, en tout cas dans le nombre de points de pourcentage. Est-ce que vous, ce serait une sorte de trahison de votre principe en ayant rejoint Sarah-Knafo, ou vous êtes pour ce ralliement-là? Moi, je suis pour faire gagner la droite. J'estime que Rachida n'a pas un projet de droite. J'estime que, malgré tout, elle est dans l'échiquier politique, malgré ce que je vous dis, on n'a pas le choix. Donc elle est quand même dans l'échiquier politique considérée de droite. Moi, je pense qu'il faut donner une force au projet de Sarah. Plus la force sera grande, plus elle pourra imposer dans le prochain mandat ses idées. Je pense au contraire que ça sera, même
pareil pour la France après, parce que je suis tout à fait pour l'union des droites. Le bloc central, je comprends pas. Donc j'ai toujours pas compris le projet de Macron. Jusqu'à le Rassemblement national. Non, en ce qui me concerne, non. Après, je vous rappelle que l'UMP ou le RPR, c'était l'union déjà des droites. C'était, à l'UMP, par exemple, on avait, c'est là où j'ai rencontré Sarah, quand on était au Jeune Pop, vous aviez les souverainistes, vous aviez les orléanistes, vous aviez des bonapartistes, des gaullistes, des sociodémocrates, vous aviez des libéraux, on avait tout. Et donc vous considérez que Sarah Knafo n'est pas d'extrême droite, c'est ça? Je n'ai jamais. On doit vous le dire. Oui, mais moi-même, j'ai encore été. Ce matin encore une de mes affiches avec des moustaches de nazis. Alors pour une juge, je peux vous dire que ça fait un peu bizarre de se voir comme ça. Mais oui, tout à fait, bien sûr. Elle est classée extrême droite par rapport à son parti. Je n'ai jamais... Alors je vois pas pourquoi les souverainistes seraient d'extrême droite, déjà, ça n'avait jamais été le cas. J'entends qu'il y a les condamnations d'Éric Zemmour et de tout ce qu'il a pu dire. Il y a aussi les liens, par exemple, avec le groupe Némésis, qu'on a entendu parler beaucoup, où justement il y a un soutien de Némésis qui est quand même ouvertement justement identitaire et d'extrême droite. Alors, je les connais bien et sincèrement, je vois pas. Pour vous, c'est pas d'extrême droite? Non, d'avoir envie de défendre des femmes et de dire des faits de société qui se passent. C'est pas se tromper d'accuser le fait que ça vient de l'étranger. Même en fait, en discutant avec vous, je me demande, mais elle est où l'extrême droite aujourd'hui? C'est quoi l'extrême droite aujourd'hui, sincèrement? J'arrive même plus moi-même à qualifier qu'est-ce qui est d'extrême droite ou pas, parce que pour moi, l'extrême droite, c'est le nazisme. Et aujourd'hui, le nazisme, il est parti à l'extrême gauche. Bon, ceci dit... Vous dites extrême gauche, c'est la France insoumise? Oui. Par rapport à l'antisémitisme dont ils sont accusés. L'antisémitisme, mais tout de manière générale, même dans le fonctionnement, bien entendu. Le fonctionnement c'est presque une secte, LFI. Je ne sais même pas s'ils ont des élections. Parce que par exemple, on peut mettre la même critique pour des groupes d'extrême droite comme le Rassemblement national où il y a justement une tête. Enfin, c'est aussi des partis mouvements aujourd'hui qui existent beaucoup. Et c'est pour ça que peut-être que le Rassemblement national, je les connais pas très bien, donc je vais pas vers eux. Et Reconquête aussi, il y a quand même cette non, tête. Reconquête, ils existent depuis 2021. Oui, mais il y a quand même cette tête d'affiche avec Éric Zemmour. Oui, mais comme on a des têtes d'affiche chez LR sur lesquelles parfois on n'a pas choisi. J'ai pas toujours été d'accord avec tous les présidents des Républicains ou de l'UMP. Et vous avez toujours été sur le fait que la Reconquête n'était pas d'extrême droite? Ou ça a été dur pour vous de rejoindre Knafo par rapport à ça? Non, j'ai toujours été d'accord sur le fait qu'ils ne sont pas d'extrême droite, qu'Éric Zemmour ait été condamné, qu'Éric Zemmour ait dit des choses inacceptables, c'est vrai. Et c'est réel, et je continue à maintenir ce que j'ai toujours dit, que c'était inacceptable. En revanche, Sarah, moi qui la connais depuis très jeune, je ne l'ai jamais entendu avoir le moindre propos. Éric Zemmour, à la différence de Sarah, a commencé dans un autre type de carrière. Il était dans du débat historique, de la polémique, du journalisme. Il a mal enclenché le switch politique et discours politique. Je pense que c'est une grosse erreur, mais voilà. Ceci dit, Sarah, je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit d'extrémiste. Je n'ai jamais vu une once d'extrémisme en elle. Je n'ai jamais entendu Sarah dire quoi que ce soit de raciste, quoi que ce soit de xénophobe, quoi que ce soit de... Et je trouve même misogyne les personnes qui estiment que parce qu'elle est avec Éric Zemmour, elle penserait comme lui. Ça voudrait dire qu'une femme doit penser comme son homme. Je trouve ça très misogyne. C'est parce qu'ils sont du même parti. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont du même parti ou pas, mais en tout cas, ce qui est reproché, c'est oui, mais c'est sa femme, donc elle pense pareil. C'est ce que j'entends beaucoup. Dans la rue, j'imagine, dans le 17e? Dans la rue, dans les discours, Il y a peut-être une dernière question. Donc justement, pour vous, si Sarah Knafo fait plus de 10%, est-ce qu'il vaut mieux s'allier à Rachida Dati, se mettre derrière elle? Il faut que Rachida Dati négocie, il faut qu'il y ait une alliance. Oui. De toute façon, Rachida Dati ne gagnera pas seule. Et moi et moi, ça fait pas plus. Enfin, plus, ça fait pas... si demain, Sarah se retire, les personnes qui voulaient voter pour Sarah ne seront pas respectées, pas représentées. Et moi, la première, il se pourrait que pour la première fois de ma vie, je vote pas. On va finir là-dessus. Alors, merci beaucoup pour votre temps, Aurélie Assouline. Merci pour ces explications. Je rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoignent ou qui nous rejoignent au milieu, vous êtes tête de liste dans le 17e arrondissement pour Sarah Knafo. Merci de votre temps et ces explications. Juste avant de se quitter rapidement, on a la chronique habituelle hebdomadaire autour de la scène avec Tryphène. Justement, elle nous emmène dans le 17e. Bonjour Tryphène. Bonjour Raphaël.
La Grâce matinale, spéciale élection municipale, autour de la Seine, avec Tryphène. Excusez-moi Tryphène, c'est moi qui fais n'importe quoi. On va justement dans le 17e, on vous écoute Tryphène. Oui, nous allons du côté du 17e arrondissement de Paris, arrondissement où se situent les locaux de Fréquence protestante, mais c'est aussi l'arrondissement où Sarah Knafo est candidate à la mairie. Il est situé à l'extrémité nord-ouest... Aurélie Assouline. Aurélie Assouline. Pour ça, d'accord, c'est ça. Il est situé à l'extrémité nord-ouest de la capitale et vous allez voir qu'il s'agit d'un arrondissement aux multiples facettes. Aux multiples facettes, ça rend curieux, Tryphène. Oui, vous allez vite comprendre. On commence avec un point démographique. Le 17e arrondissement, c'est 160 000 habitants répartis sur 5 km². Il est facilement parmi les arrondissements les plus peuplés de Paris. Ces 4 quartiers le rendent assez unique car ils proposent une diversité de paysages, de populations ou de commerces. Le quartier de Batignolles est là où il y fait le plus bon vivre. C'est ici qu'on y retrouve les plus grands parcs, à commencer par le square des Batignolles, le deuxième plus grand espace vert de l'arrondissement. Ces très grands arbres font tout son charme. On y trouve aussi le parc Martin Luther King, le plus grand parc du 17e et un des plus grands de toute la capitale. Ce tout jeune espace vert dont l'aménagement final s'est achevé en 2020 est grand de 10 hectares. On peut également parler de la promenade Pereire qui s'étend sur plus d'1 kilomètre à travers l'arrondissement. Alors ça fait beaucoup de choses dans ce quartier, qu'en est-il des autres ? Les autres quartiers ne sont pas en reste. Le quartier de Terne est plus commercial et culturel, par exemple avec sa grande boutique Fnac, la plus grande dans toute la France. On y trouve aussi le Palais des Congrès, un centre multifonction qui accueille entre autres conventions et spectacles. Le quartier de la Plaine de Monceau a des allures plus administratives avec ses ambassades, notamment celles de l'Arménie et de la Lituanie. En sachant que le 17e compte une dizaine d'autres ambassades dispersées à travers l'arrondissement, il a une sacrée dimension diplomatique. Le dernier quartier, celui des Épinettes, est plus orienté industrie et immobilier. L'endroit à ne pas manquer est la Cité des Fleurs, un site immobilier où l'on peut admirer l'architecture typique du 19e siècle. C'est donc un point de rendez-vous idéal pour les amateurs d'urbanisme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres monuments typiques du 17e, Tryphène ? Mais oui, et pas des moindres. Un endroit que l'on peut associer au 17e est la place Charles de Gaulle, là où se rencontrent 4 arrondissements et là où se situe l'Arc de Triomphe, un des monuments les plus connus de Paris. C'est aussi d'ici d'où part la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Il y a donc pas mal de balades très plaisantes à y faire. Et alors Tryphène, c'est classique, vous nous dites toujours qui sont les personnes connues nées dans le 17e ? Le 17e a vu naître des personnalités très différentes, ce qui est un peu à son image. Le chanteur Jacques Dutronc y est né en 1943 et l'actrice Isabelle Adjani en 1955. La star des réseaux sociaux Léna Mafouf, aussi connue sous le nom de Léna Situation, est originaire du 17e. Elle est née en 1997. Et enfin, le DJ français Martin Solveig est né aussi en 1976. Eh bien, ça fait beaucoup de personnalités connues qui vivent dans cet arrondissement. Merci beaucoup Tryphène, merci beaucoup Aurélie Assouline pour votre temps et vos réponses. Et merci pour cette jolie conclusion. J'ai tendance à dire que le 17e arrondissement est un laboratoire parisien parce qu'on a vraiment tous les quartiers, c'est ce que vous avez dit, les villages, donc les quartiers un peu bobos, les quartiers bourgeois, les quartiers populaires. Et c'est vraiment magnifique de vivre dans le 17e. Et merci beaucoup d'avoir retracé tout ça. La Grâce matinale, spéciale élection municipale, l'interview politique.